empêche le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, l'homme arrêté pour avoir menacé Justin Trudeau et François Legault liés à plusieurs théories du complot sur ses réseaux sociaux. Un anti-masque ayant fracturé la mâchoire d'une chauffeuse d'autobus réitère à nouveau que c'était son droit. Le ministère de la Défense du Canada est sommé de couper près d'1 milliard de dollars dans l'armée, au même moment où on se fait critiquer pour le manque de dépenses dans ce domaine, et un homme arrêté à Las Vegas en lien avec l'assassinat du rappeur Tupac Shakur en 1996. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est le suivi de cette histoire survenue mercredi, une intervention du GTI, le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, qui a dû intervenir dans la petite municipalité estrienne de Scottstown. Une histoire là, dans laquelle l'homme en question aurait proféré des menaces envers François Legault et Justin Trudeau sur ses réseaux sociaux, entre autres sur son compte TikTok. On connaît maintenant l'identité de l'homme en question qui a été arrêté depuis. Germain Lemay, 30 ans, donc qui aurait proféré ces menaces-là. Pour l'instant, chef d'accusation de port d'armes dans un dessein dangereux, mais d'autres pourraient s'ajouter. Là, ce qu'on comprend... Parce que pour l'instant, il n'y a aucune accusation de menace, rien. On dit que l'enquête se poursuit pour... Oui, semble-t-il là, qu'on va en déposer d'autres. La couronne, elle, s'oppose à sa remise en liberté, mais surtout, lui est détenu dans un hôpital de l'Estrie. Non, parce qu'il a été tiré, là. Il a été blessé par balle, effectivement. Là, on comprendra que le GTI, les policiers, eux, sont intervenus vers 5 heures du matin dans une résidence, venaient donc... Et il a pointé une arme sur eux. Là. Semble-t-il, ouais, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait vu par la fenêtre l'homme en question brandir une arme et la pointer vers la porte où s'apprêtait à rentrer le GTI. Puis c'est quelqu'un qui l'aurait tiré du côté des policiers depuis la fenêtre. Il l'aurait blessé. On lui aurait prodigué les premiers soins. État stable, amené à l'hôpital par la suite. Et donc demeure incarcéré à cet endroit-là pour l'instant. Dès que c'est le cas où il y a une fusillade dans laquelle un policier tire, blesse quelqu'un avec son arme de service, toujours une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, qui est déclenché. Puis c'est ce qui a été fait depuis ce temps-là. Mais Germain Lemay, lui, 30 ans, je suis allé faire un petit tour sur ses réseaux sociaux pour voir un tout petit peu, là, on s'en doute quand même, quand on parle de menaces envers les élus depuis quelques années, particulièrement depuis la pandémie, c'est à peu près toujours quelque chose qui tourne autour des mouvances complotistes et autres. Parce que pour arriver à ces idées-là, il faut que tu t'abreuves, là, que tu lises beaucoup de choses, que tu regardes beaucoup de vidéos, que tu viens qu'à te convaincre, j'allais dire quasiment à t'intoxiquer de certaines idées. Là. Absolument. C'est un processus littéralement là, de radicalisation, d'endoctrination qui se fait beaucoup au moyen des réseaux sociaux. J'ai beaucoup épluché ce que Germain Lemay a publié, lui ainsi que sa conjointe qui répond à l'alias de Melinda Stone, qui elle aussi est très prolifique là, sur les réseaux sociaux, publie des vidéos depuis, entre autres, le convoi, soi-disant convoi de la liberté à Ottawa, où elle était présente, mais publie sans cesse des vidéos, des doublages dans lesquels elle et son conjoint vont reprendre toutes sortes de paroles. Elle fait office un peu de traductrice, si on veut, elle s'exprime en anglais, tandis que Germain Lemay, lui, a de la difficulté, selon ses propres dires à elle, à s'exprimer en anglais. Donc, lui va toujours publier en français. Puis tu vois, c'est dans les dernières semaines là, où il a commencé à publier, entre autres, là, beaucoup plus de vidéos sur son TikTok qui sont trouvables, dans lesquelles, tu sais, une colère qui est palpable. Là. Puis on le voit, là, c'est une espèce de gradation, à l'endroit de François Legault et Justin Trudeau. Entre autres, mais c'est un espèce de mélange, si on veut, là, de ras-le-bol envers à peu près toutes les institutions de la société, mais c'est toujours centré autour des gouvernements. Puis semble-t-il, dans une vidéo qui a été publiée dans les dernières semaines, au moment où, justement, on a eu des manifestations un peu partout au Canada là, sur le débat autour de l'enseignement de l'identité de genre à l'école, où M. Lemay s'est mis là, vraiment à publier, là, c'est à peu près 3 minutes dans cette vidéo-là, dans laquelle il hurle sans cesse pendant 3 minutes du fiel sur les autorités, sur les gens qui veulent enseigner l'identité de genre, en disant que les gouvernements ne sont ni plus ni moins que des pédophiles. Mais ça, c'est une thèse centrale du complotisme américain. Là. Absolument. Tout le monde est des pédophiles, les gouvernements, c'est des pédophiles. Aux États-Unis, ceux qui sont contre Trump, c'est des pédophiles. Cette histoire-là revient tout le temps. Oui, on peut écouter là, quand même, Mario, tout petit extrait. Je veux pas, évidemment, médiatiser plus qu'il faut son contenu, mais juste pour entendre un peu la colère qui est verbalisée là-dedans. Hostie de tabarnak! C'est quoi vous comprenez pas dans vos hosties de cerveau de fucking calice? Les gouvernements, c'est des hosties de pédophiles, si bois!
Bon. Tanné d'être ça, moi, le Christ, Ouais, là. un bon Non, 3 ok, minutes. Là. j'avoue, je l'avais pas écouté, là, je comprends Ouais. comprends que c'est quand tu parles d'une colère, c'est un euphémisme. Là. Ouais, c'est ça. Puis lui-même, tu sais, de ses vidéos comme là, je pète ma coche, c'en est assez. Puis on comprend que le ton a monté là, vraiment dans ces vidéos-là. Puis on parlait justement de la pédophilie. C'est central, entre autres, comme tu le dis, mouvance QAnon. QAnon, je le rappelle, même si ça a été décrit de nombreuses fois dans les dernières années, mouvement qui pense que des élites pédosatanistes aux États-Unis, au Canada et ailleurs, qui, elles, Ils veulent mener le monde. Veulent mener le monde, mais se livrent un trafic d'enfants mondial dans lequel on va réduire non seulement en esclavage sexuel Mais les ça enfants. finit jamais. Tu sais, tu te souviens, il y a un bateau qui avait été, c'est-tu Le coincé? Ever Given, dans le coincé dans le canal de de Suez. Absolument. Puis là, eux étaient convaincus que ça c'était plein d'enfants, mais tu dis, OK, c'est parce que là, il y a un bateau qui a Ah, mais là, puis à ce moment-là, Mario, c'est une excellente histoire. C'est qu'ils se sont. Toutes les coïncidences sont bonnes quand tu es dans une théorie complotiste puis que tu t'abreuves à ces sources-là. Toutes les coïncidences, tu essaies de les relever. Puis à ce moment-là, le Ever Given, ce bateau-là qui était coincé, c'est de la compagnie comme Evergreen. Mais ça, c'était Evergreen, le nom de code qu'on donnait à Hillary Clinton dans le temps où elle se trouvait à la Maison-Blanche, lorsqu'elle était première dame. Et c'est pour ça Donc, que là, tout est dans tout. Tout est dans tout. On avait même relevé là, le numéro, le call sign, comme on appelle en anglais, du bateau à cette époque-là. C'est tout est propice à poursuivre ce genre de théorie-là. Mais là où c'est encore plus intéressant, Mario... J'allais dire, pour être précis, le bateau était plein d'enfants, mais dont les parents se sont pas rendus compte de la disparition, ont pas appelé les autorités, ont pas appelé la police. Donc, des parents qui ont un enfant disparu de leur maison, mais ils ont pas, ça fait pas une nouvelle à nulle part. Là. Ils l'ont pas signalé, ils s'en sont pas rendus compte. Ben, selon la théorie de QAnon en tant que telle, Mario, ces disparitions d'enfants-là seraient beaucoup plus nombreuses que les médias les rapportent, justement. Ce serait arrangé et planifié, qu'on n'en parle pas plus qu'il faut dans les médias. Et pour ce qui est, justement, de la conjointe de Mme Stone, qui selon son alliance, bien évidemment, qui se retrouve avec son conjoint dans plusieurs vidéos, mais elle, entre autres, sur son profil Facebook, j'ai pu retrouver le fait qu'elle a une bannière, une photo donc de couverture de sa page de profil Facebook, qui, n'est plus moins qu'un ode, une belle image à la gloire de la fausse reine du Canada, Romana Didulo, une femme dont j'ai souvent parlé ici en ondes. L'espèce de reine du Canada qui avait fait les manchettes autour des manifestations, là, du supposé convoi de la liberté. Tout se rejoint. Puis même avant ça, Mme Didulo avait déjà commencé à être connue comme une femme, elle, déjà sur des pages QAnon. Donc, elle est intimement liée à tout ce trafic. Mais les gens y envoyaient de l'argent à la reine. Il y a des gens qui ont envoyé de l'argent à cette fausse reine du Canada qui, elle, se proclame, dit que le gouvernement canadien est complètement illégitime, que c'est elle, la véritable reine et souveraine du Canada, chef des forces armées, et qui va libérer le Canada grâce à des décrets qu'elle passe. Événement qui a été reporté à quelques reprises, comme la fin du monde des Mayas. Absolument, Mario. Et depuis ce temps-là, elle est encore, d'ailleurs, dans un camping-car, un RV, financé à même les poches de ses suivants. Ça devient de plus en plus, là, j'hésite pas à le dire, là, même le bureau là, Infosect, n'hésite plus à le dire. C'est un culte littéralement autour de cette femme-là. Ça a commencé comme QAnon. C'est une Ontarienne, la reine? Romana Didulo, c'est pas très clair. Elle est d'origine philippine, semble-t-il, mais c'est extrêmement difficile à retracer de ce côté-là. Est-ce qu'on sait d'où elle tient sa royauté? Du sang royal, c'est pas clair ça non plus. C'est une excellente question. Des choses à vérifier. Oui, ce sont plusieurs choses à vérifier. Vérifier. Disons qu'elle continue en ce moment à faire une tournée du Canada. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir un peu d'où vient la haine derrière les motifs de ces gens-là. On comprendra donc que pour cet homme-là, probablement que les premier ministre Trudeau, Legault, des membres de ce trafic pédophile, de la mouvance QAnon, puis gradation vraiment de la violence verbale là, dans les dernières semaines, derniers mois. Mais quand on écoute son ton, là, puis je veux pas qu'on en réécoute d'autres, là, c'est assez, mais il a l'air convaincu. Je veux dire, c'est pas... il a pas l'air d'un gars qui essaye de faire des jokes, des vidéos pour le fun sur YouTube pour manipuler d'autres gens, là. Lui, il a l'air... quasiment en détresse de dire qu'il faut qu'il agisse là, parce que c'est... Ouais, puis c'est réveillez-vous, maudit le monde, réveillez-vous. C'est une vidéo qui est vraiment des propos qu'on va réentendre souvent dans ces milieux-là. Puis il y a des gens sur ces réseaux sociaux qui lui répondent, qui réalimentent tout ça, Mario. Il est pas tout seul, mais c'est toujours intéressant de voir un tout petit peu là, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. C'est plus inquiétant qu'intéressant, mais enfin, ouais. On aura plus de détails, bien évidemment, là, au procès de cet homme-là bientôt.
Restons dans les mouvances complotistes parce qu'on a un suivi toujours en justice de cet anti-masque Patrick Desbiens, 40 ans, qui aurait fracturé là, qui a fracturé durant la pandémie la mâchoire d'une chauffeuse d'autobus qui lui avait demandé de mettre son masque. Et là, Patrick Desbiens, lui, se retrouve au palais de justice de Laval pour ses représentations sur sentence aujourd'hui, à savoir que c'est un homme qui se représente seul. Encore une fois, quelque chose qui revient très souvent quand on parle de complotistes. Lui se représente tout seul. Ils n'ont pas le choix parce que les avocats sont dans le système. Oui. C'est littéralement ça. Ça sonne sarcastique, mais c'est littéralement ça pour plusieurs. Le préfère se représenter tout seul. Et lui a réitéré aujourd'hui qu'il considère qu'il n'a absolument rien fait de mal et qu'il est un pratiquant de la justice. Donc, c'était son droit de donner un coup de poing en 2020 lorsqu'on lui avait demandé là, de mettre un masque dans cet autobus, comme c'était demandé à l'époque. Lui qui avait déjà dit sur ses réseaux sociaux que pour lui faire mettre un masque, ça, il prendrait une balle entre les deux yeux, ni plus ni moins. Et donc, il était déjà très hostile. On l'avait envoyé à l'Institut national de psychiatrie légale. Philippe Pinel, déjà, avait été jugé apte à subir son procès parce qu'il est schizophrène également, hein, monsieur Desbiens. Et donc, il se représente seul. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de remords. Là. Il a lui-même dit aujourd'hui qu'il demande la peine capitale ou la liberté dans son dossier. Ça va d'un bord comme de l'autre. Ouais. Mais moi, je lisais ça, puis je me disais, bon, l'individu, je sais pas ce qu'ils vont faire avec. C'est difficile, la scène de justice. Ouais, est-ce qu'ils vont le renvoyer à Pinel? Je sais pas. Mais moi, j'en avais beaucoup plus. Je trouvais beaucoup plus triste la situation de la victime là-dedans. On dit qu'il n'a pas pu jamais repratiquer son métier, qui vit encore avec le traumatisme, qui a peur de sortir, qui est nerveuse partout. C'est ça qui est triste là-dedans, parce que le gars, excuse-moi, là, je pense pas que... s'il se rend même pas compte que ça se faisait pas, je crois plus ou moins à la réhabilitation, là, je crois plus ou moins, il est juste un problème pour la justice, point, là. Mais la victime, elle, là-dedans, c'est tout un prix à payer pour l'avoir eu sur son chemin, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On apprend aujourd'hui que le gouvernement fédéral a demandé au ministère de la Défense nationale de trouver des économies de près d'1 milliard de dollars, là, environ 900 millions pour être plus précis, dans le budget, justement, des Forces armées canadiennes. Et c'est le grand patron des Forces armées canadiennes, justement, le chef d'état-major Eyre, aujourd'hui, qui en a parlé, qui a expliqué, donc, qu'on devait trouver tout ça. Mais ça tombe à un bien drôle de moment, Mario. Le moment où on est critiqué au Canada de toutes parts de pas être capable de respecter la cible de dépenses de 2% du PIB à l'OTAN. Hein, on était déjà critiqué avant la guerre en Ukraine, là. Mais la guerre en Ukraine, ça a mis une loupe sur l'incapacité du Canada, sur la désuétude de l'équipement, le manque... il y avait une mission, à un moment donné, je sais pas, une mission dans la région arctique là, qui était organisée par la Norvège. Je pense que c'était 10 000 soldats des alliés. Puis je pense que le Canada en avait 2. Là. Tu dis, OK, on a toute une contribution. On avait... ça tenait, le nombre, là, ça tenait ses doigts de la main. Tu dis, OK, nous, on n'est même plus capable. Les exercices de l'OTAN, on n'est même plus capable d'envoyer. Le nombre, puis des pays, mettons, la Norvège, c'est un pays de 4 millions d'habitants. Le Canada, c'est un pays de 40 millions. Donc, des pays 10 fois plus petits envoient plein de monde. Puis nous, on n'est pas capable. Donc, il y a eu moult démonstrations de la désorganisation du Canada en matière militaire. Oui, en matière militaire de personnel, Mario, mais aussi en matière de matériel. Là, on a des participants à la mission de l'OTAN en Lettonie qui ont été obligés d'acheter eux-mêmes, de leur poche, des gilets, des casques et des vêtements imperméables, parce qu'ils n'étaient pas fournis à ce moment-là. Là. On comprend qu'il y a vraiment un grave manque d'équipement. Ça a été dénoncé de toutes parts. Puis aujourd'hui, alors que le chef d'état-major Wayne Eyre expliquait tout ça à Ottawa, les partis d'opposition, là, entre autres Parti conservateur et Bloc québécois, qui ont vraiment là, grimpé dans les rideaux, Mario, en apprenant tout ça. On dit, même du côté du Parti conservateur, qui veut un équilibre budgétaire. Là. Ça fait partie, tout ça, des demandes. Là, on a demandé du côté de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, qui était d'ailleurs la ministre de la Défense jusqu'à récemment, de trouver 15 milliards de dollars d'économies dans les différents ministères. Mais de couper, là, au moment... De commencer à la défense, là, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Pour l'instant, on n'a aucune idée là, exactement d'où les compressions vont se faire. Semble-t-il qu'il y a une des façons de faire des compressions à la défense, c'est de retarder des achats. Parce que tu as des achats d'avions qui sont planifiés, des achats de matériel, des achats d'équipement. Fait que tu peux juste les retarder d'1 an. Fait que dans le budget de l'année que tu vises, t'enlèves 1 milliard d'acheter, tu reportes ça à l'année d'après. C'est une des façons
de faire disparaître du budget de l'année prochaine, mais on sait comment le Canada est un pays qui fait pitié en termes d'équipement militaire. Ouais, on fait pitié en termes d'équipement, puis là, le plus gros problème, c'est que disons que c'est pas un mois très, très prolifique au niveau de l'image canadienne à l'international. De faire des compressions à ce moment-là, où on se fait déjà accuser, par exemple, dans le Wall Street Journal aux États-Unis, d'être, puis je cite, un passager clandestin là, dans le temps, freeloader en anglais, comme ils le disent, puis qu'on a des pitoyables investissements en défense, avec d'autres coupes par-dessus tout ça. On peut pas s'attendre à ce que ce soit très beau à l'international après ça. Non, c'est pas une bonne période, là, on va dire, pour le Canada, pour son image dans le monde. C'est pour ça que cette nouvelle-là, probablement que ça devait pas sortir ce matin. Je pense que c'est la CBC qui a sorti ça. Probablement que ça s'aurait été découvert de toute façon dans la journée par les travaux parlementaires. Mais ça tombe pas bien cette semaine pour le gouvernement Trudeau. On a des suites de cette histoire de corps déchiqueté à Québec. On a finalement une accusation de meurtre au premier degré, donc la plus grave prévue au code criminel de déposer contre François Bouchard, 31 ans, qui fait partie de ce trio arrêté le 17 septembre dernier. Qui n'avait été accusé, je le rappelle aux gens, jusqu'à maintenant. On avait suivi l'histoire, on avait su pour le corps là, passer dans une déchiqueteuse de démondeur là, pour des branches. Mais à date, il y avait juste des accusations d'outrage à un cadavre qui était déposé, je crois. Oui. Donc, c'est vraiment... Donc, dans le fond, personne n'était encore accusé du meurtre parce que les policiers disaient qu'il faut qu'on complète l'enquête, on a des vérifications à faire. C'est comme si tu avais un corps, tu avais un outrage à un cadavre, mais tu n'avais toujours pas personne accusé pour le meurtre, au point où certains se demandaient est-ce que aucun de ces trois-là aurait pu commettre le meurtre qui aurait été juste un peu les nettoyeurs, ouais, les nettoyeurs du crime organisé d'un meurtre commis par d'autres, mais finalement, non. Là, c'est un des trois qui est formellement accusé du meurtre premier degré. Exactement. Donc, François Bouchard, lui, en plus, comme tu l'as précisé, des accusations d'outrage à un cadavre qui visent le trio, lui est accusé donc de meurtre premier degré. Cassandra Major et Jean-Philippe Lamontagne, eux, ont été accusés de complicité après le fait, également en plus d'outrage à un cadavre. Donc, c'est le chef d'accusation, habituellement, qu'on dépose là pour avoir aidé, par exemple, à bouger le corps ou avoir aidé après le meurtre à commettre l'outrage à un cadavre par la suite. Et donc, on dit dans l'acte d'accusation que le meurtre de Santiago Gaona, c'est ce musicien d'origine colombienne âgé de 26 ans dont le corps a été déchiqueté puis brûlé, mais aurait été commis... Là, on n'a pas de date précise, Mario. Dans une fourchette, entre le 8 et le 16 septembre. Même chose pour la complicité après le fait. Ce serait arrivé dans une espèce de fourchette de temps. Mais on comprend que c'est la résidence de Bouchard là, à Contrecœur, qui avait déjà été fouillée de fond en comble par l'identité judiciaire. C'est cet endroit-là où aurait été commis le meurtre. Donc, on a François Bouchard, lui, un homme qui a déjà des antécédents criminels, voies de fait, possession d'armes, introduction à infraction, des affaires de stupéfiants également. Donc, qui se retrouve, selon l'acte d'accusation, à être le meurtrier dans cette histoire. Faudra voir par la suite là, qu'est-ce qui va ressortir du procès. Tout savoir en 24 minutes. Cette nouvelle-là tombe en même temps où on a une autre histoire de restes humains, Mario, qui fait en sorte qu'une résidente de l'Outaouais intente une poursuite de 160 000 $ contre la Sûreté du Québec. Pourquoi? Elle accuse un sergent de la Sûreté du Québec d'avoir jeté les restes humains de son fils décédé dans un accident de la route. Tommy Wessel, 14 ans, lui est décédé le 8 octobre 2021 à Saint-Émile-de-Suffolk, perdu le contrôle de sa moto, fauché mortellement par un tracteur qui circulait sur la voie. Donc un accident là, extrêmement grave. Et le lendemain du drame, sa mère, Mme Nathalie Rivard, se rend sur place, veut se recueillir à l'endroit où son fils est décédé, constate premièrement que la scène est pas du tout nettoyée. Il y a du sang partout, semble-t-il. Et elle trouve des objets. Des effets personnels de son propre fils là, qui sont encore sur place, qui n'ont pas été ramassés du tout. On rappelle, on est sur le bord d'une route là, passante. Et donc, elle est là, se promène et met la main sur un morceau du crâne de son propre fils là, et a une chicane extrêmement animée avec le sergent Sébastien Poulouf qui est sur place, semble-t-il, qui se montre peu empathique avec la mère. Et là, elle tient à s'assurer que la dépouille entière de son fils soit ramenée, qu'elle puisse la récupérer avant de pouvoir l'enterrer. Et là, le problème, c'est que ça aurait pris plusieurs jours avec les policiers pour retrouver les morceaux de son fils. Là, je comprends que c'est un peu scabreux comme histoire, qui auraient été endommagés eux-mêmes. Et là, on apprend dans un document d'accès à l'information que le sergent, lui, par la suite, aurait emprunté un sentier boisé pas loin de là et aurait abandonné le bout de crâne du fils dans la forêt.
littéralement, suite à la dispute qu'il aurait eu avec sa mère. Parce qu'on comprend que c'est pour se dépomper, pour se venger. On comprend pas trop exactement pourquoi il aurait fait ça. Je sais pas comment tu peux te disputer avec une dame qui a perdu son fils la veille dans un accident. Moi, j'avoue, cette histoire-là, elle me paraît tellement mystérieuse. Là. Qu'est-ce que... Oui, puis on va en apprendre plus. Ben oui, parce que puis comment pense ce policier? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Moi, on dit manque d'empathie, mais c'est manque d'empathie, plus et encore. Il y a vraiment... Ou qu'il s'est passé quelque chose, ou qu'elle a dit quelque chose qui l'a fait disjoncter. Mais en même temps, je me dis, t'es policier, t'es sur les lieux d'un accident où la mère revient le lendemain. Je sais pas comment ça peut virer à chicane. Tu t'es pas en train de donner une contravention, t'es supposé être dans la... Ma foi, t'es supposé être dans l'empathie suprême, la compréhension, même si elle a réagi de toutes les manières, qu'elle pleure, t'es censé être dans la compréhension de ça. Il y a vraiment un bout qui nous manque. Oui, absolument. Comment ça a pu arriver, comment ça a pu tourner comme ça, puis comment tu peux te débarrasser de restes humains autrement que dans le respect, puis les ramener à la famille. Puis je n'y comprends rien, sincèrement. Là. Économie. 6 jours après le début de la panne de services en ligne de la Banque Laurentienne, il y a des clients qui n'ont toujours pas accès à ce jour à leur compte en banque, ce qui fait en sorte qu'il y a des clients qui commencent à être de plus en plus inquiets. On avait avisé hier, pourtant, du côté de la Banque Laurentienne, que tous les services étaient rétablis. On s'est ravisé finalement en disant que la plupart des services, mais pas tous, sont rétablis. Mais là, on parle de dizaines de clients au moins qui ont plus accès à leur compte en banque, Mario, ni plus ni moins, puis commencent à s'inquiéter avec le 1er octobre qui arrive, les dépenses, le loyer à faire, les épiceries, les médicaments. Là, c'est des cas qui commencent à se multiplier, là, dans lesquels on n'a pas accès du tout au compte de la Banque Laurentienne. 6 jours après, c'est assez grave. Ben, on nous dit qu'à cette heure-ci, moi, toute la journée, j'ai été sur le cas, on nous dit qu'à cette heure-ci, ce serait rétabli. Semble-t-il, je le dis sous toute réserve, j'ai tellement de gens qui m'ont écrit sur la page Facebook de l'émission LCN, tellement de gens qui nous ont écrit, parce que là, les gens sont venus encore plus inquiets. Ben, ils ont été inquiets toute la semaine, mais quand ils se sont fait dire c'est rétabli, puis que ça marche pas, puis ils allaient dans leur compte, ça marchait pas, ben là, ce que tu finis par te dire, c'est OK, c'est rétabli pour tout le monde sauf moi. Fait que t'es encore plus nerveux, encore plus paniqué. Et là, ce que la banque dit, c'est quand on a rétabli le service, ce qui s'est produit, c'est que tout le monde s'est pitché sur le service. Alors, généralement, tu sais, toi, tu y vas le jeudi à 7h, puis un autre, il va le jeudi à 8h, puis un autre le jeudi à 9h, puis un autre n'est pas allé le jeudi, il va le vendredi matin. Donc, ça répartit la clientèle. Mais là, tu comprends qu'après 5 jours, pas de service, quand tu dis on rétablit le service... Tu te garoches dessus. Et là, tu crées vraiment un engorgement. Tout le monde se garoche dessus, au point où ça a fait disjoncter le système. Et que là, les gens n'avaient toujours pas accès. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si c'est vraiment ça qui est arrivé. Mais à mon avis, ce qui est inexcusable, là, c'est que toute la semaine, ça a été impossible de parler des gens de la Banque Laurentienne. Et ça, c'est contraire à toutes les bonnes pratiques aujourd'hui en matière de relations publiques quand tu vis une crise. Puis tu sais, je vais te parler des gens de la SAAQ. On dira ce qu'on voudra de la SAAQ, Alexandre. Ils en ont mangé toute une cet hiver. Là. Puis tu sais, les médias, on en recevait... là. Mais ils se sont pas cachés. Non. Les porte-paroles venaient ici à Cube, puis on en avait un par jour. À LCN, on en avait un à 2 par jour. Des bulletins de nouvelles. Puis ils sont allés au bat, comme on dit. Ils se faisaient passer au cash de partout. Ils se faisaient ramener les questions du public. Puis des fois, il y avait un peu les réponses. Des fois, il n'y avait pas du tout les réponses. Mais ils se montraient. Puis dans ce cas-ci, à mon avis, c'est encore bien plus important. Parce que la SAAQ, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton permis de conduire, tu veux ton immatriculation, puis là, à un moment donné, la ministre a dit, là, regarde, on va diminuer le niveau d'urgence, je vais renouveler tous les permis pour 6 mois, je vais baisser la pression. Mais là, c'est une banque. C'est ton argent. C'est ton argent. Donc, 1, c'est à toi. 2, t'en as besoin parce que là, aujourd'hui, il y a ton hypothèque qui paye. Demain, ça peut être ton loyer, ça peut être un autre paiement, ça peut être ta pension alimentaire, n'importe quoi qui passe. Tu sais plus combien dans ton compte. Donc, l'idée de sortir public, qu'on voit un être humain là, en chair et en os qui explique, on fait notre possible, on travaille. Moi, je sais pas comment comment la Banque Laurentienne a pu penser que c'était possible de gérer une crise de relations publiques comme ça sans parler à leurs clients. Ils vont avoir toute une évaluation à faire, tout un post-mortem. Et moi, je serais inquiet, comme si j'étais dirigeant de la Banque Laurentienne, de perdre des clients. Là. Le Monde. Une histoire, Mario, vieille de 27 ans qui est en train de débloquer,
peut-être débloquer aujourd'hui. Les autorités de Las Vegas aux États-Unis qui ont arrêté un homme pour le meurtre de Tupac Shakur, le très célèbre artiste hip-hop, le rappeur, abattu le 7 septembre 1996 à Las Vegas, qui était décédé 6 jours plus tard des suites de ses blessures à l'âge de 25 ans. On dit que c'est un homme du nom de Dwayne Kifdy Davis qui a été arrêté tôt ce matin. Des accusations là, qui ont été déposées là, dans le reste de la journée. Est-ce qu'on sait, est-ce que c'est les technologies modernes, l'ADN, quelqu'un qui s'est ouvert la trappe? La police semble être en point de presse en ce moment à Las Vegas, donc on va apprendre là, un peu plus de détails là, probablement là, au cours de la journée puis au cours de la fin de semaine. Mais avec le nombre de fans de Tupac autour du globe, je suis certain que ça va être une affaire qui va être extrêmement suivie. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.